On a tous déjà ressenti ça, non? Ce sentiment d'être un peu noyé. Noyé sous un flot continu de commentaires, d'analyses, d'explications qui partent dans tous les sens. Chaque événement est instantanément commenté, justifié, dramatisé. Ah oui, tout à fait. C'est l'expression de l'auteur Pierre Fraser qui me vient en tête. Il parle d'une époque extraordinairement bavarde. C'est exactement ça. Et il dit, je crois, trop de sens tue le sens. Voilà. Et c'est ça le paradoxe. On est submergé d'informations, mais à la fin de la journée, on ressent une sorte de... De fatigue de comprendre. Oui, une fatigue. On est dans un brouillard rationnel. Tout semble justifié, mais en fait, rien n'est vraiment plus clair. Et la source qui met des mots très précis là-dessus, c'est donc cet essai. C'est l'essai du linguiste et sociologue Pierre Fraser, Quand tout le monde vous raconte n'importe quoi. Et le sous-titre est très parlant. Petit traité de survie en temps de catastrophe. Ah oui. Il faut tout de suite clarifier son intention, et il le dit très clairement. Il ne cherche ni coupable, ni complot. Son but, c'est de comprendre les mécanismes. Les mécanismes du langage qui rendent certaines paroles si crédibles, si évidentes, qu'on ne peut presque plus les discuter. D'accord. Et pour ça, il a un concept central, c'est bien ça? Oui, une idée vraiment puissante, celle des régimes discursifs. L'idée, ce n'est pas de regarder ce dont on parle, mais plutôt comment on en parle, comment le discours est construit pour gouverner notre perception. C'est un peu comme des lunettes qu'on nous mettrait sur le nez, en fait. C'est une très bonne image. Ce sont des cadres, des grilles d'interprétation qui rendent certaines choses logiques et qui en disqualifient d'autres d'avance. Et le point fascinant, c'est qu'un régime n'est ni vrai ni faux. Il est, comme dit Fraser, fonctionnel. Il sert un objectif. Notre mission aujourd'hui, alors, c'est d'explorer un peu ces idées. Comment fonctionnent concrètement ces fameux régimes? Comment on peut apprendre à les repérer au quotidien? Et surtout, est-ce qu'il propose des outils dans son petit traité pour naviguer dans tout ce bruit sans tomber soit dans le cynisme total, soit dans la crédulité? C'est une sacrée promesse. Alors commençons. Dans l'essai, un concept m'a vraiment interpellé. C'est le régime scientifico-légitimant. J'ai l'impression de le voir un peu partout, mais c'est pas si simple à définir. Comment l'auteur le caractérise? C'est un des plus subtils et des plus puissants aujourd'hui. Ce régime, en fait, il consiste à utiliser l'autorité de la science, des chiffres, des données, pour clore un débat qui est à la base politique ou social. La fameuse phrase « la science a parlé ». Exactement, utilisé comme un verdict final. Ça met fin à toute discussion. Mais le point de Fraser, et c'est vraiment crucial, ce n'est pas de critiquer la science. Au contraire, il montre comment on peut l'instrumentaliser pour en faire un régime de discours. Ça arrive quand l'autorité de l'expert prend le pas sur la délibération collective. Le discours ne vise plus à éclairer un choix, mais à le légitimer comme étant la seule option possible, rationnelle, technique. Oui, mais on pourrait objecter que face à une crise complexe, qu'elle soit sanitaire, écologique, s'en remettre aux experts, c'est juste du pragmatisme, non? Où est la frontière entre l'expertise légitime et ce régime qui, comme vous le dites, ferme le débat? C'est toute la question. Et la frontière, elle est très ténue. L'expertise légitime, elle présente des données, des modèles, des probabilités pour nourrir le débat. D'accord. Le régime scientifico-légitimant, lui, il va utiliser ces mêmes éléments pour le court-circuiter. Le glissement se fait quand on passe de « voilà ce que les données suggèrent, discutons des options » à « voilà ce que les données imposent, il n'y a pas d'alternative ». Ah oui, je vois. Fraser montre que ce régime déplace le débat. On ne discute plus des choix de société, on discute des modalités de gestion. Du coup, ce qui n'est pas quantifiable, les impacts sociaux, psychologiques, les libertés, tout ça devient secondaire. Ça ne rentre pas dans les modèles. Attendez, mais ça veut dire que le même fait scientifique peut être reçu de manière complètement différente, selon qu'on le présente comme une info à discuter ou comme un verdict. C'est vertigineux. Et dans ce cadre, le doute, qui est quand même le moteur de la science, devient suspect. Tout à fait. Contester le consensus des experts, c'est risquer d'être traité d'ignorant ou d'idéologue. Exactement. Le régime reconfigure ce qui est audible, ce qui est légitime. La discussion est déplacée vers ce qui est calculable, comparable, optimisable. Il ne me contraint pas par la force, mais par l'évidence des chiffres. Il y a un passage qui m'a marqué dans l'essai, c'est quand il décrit comment ce régime transforme des hypothèses en recommandations et des probabilités en urgence. Ça crée une hiérarchie où la parole de l'expert est tout en haut. Et les autres, ils n'ont plus qu'à écouter et appliquer. Cette idée de transformer un choix politique en une nécessité technique, on la retrouve un peu, sous une autre forme, dans le régime sécuritaire, non?
L'un utilise l'inévitabilité de la science, l'autre semble utiliser l'inévitabilité de la menace. C'est une excellente transition parce que les mécanismes sont très très proches. Le régime sécuritaire, lui, il fonctionne sur l'anticipation d'une catastrophe. Sa logique de pouvoir, comme le montre Fraser, c'est le gouvernement par la peur. Il ne justifie pas des mesures par rapport à un danger présent, avéré, mais par rapport à un risque futur, ce qui pourrait arriver. D'accord. Il installe ce que l'auteur appelle la catastrophe comme récit permanent. Tout est lu à travers ce prisme de la menace potentielle, qu'elle soit terroriste, sanitaire, climatique. Et c'est un argument qui est presque impossible à contrer. Si on questionne une mesure de surveillance ou une restriction de liberté au nom de la sécurité, on est tout de suite accusé d'être irresponsable, de ne pas prendre la menace au sérieux. C'est ça. Le discours sécuritaire, comme l'explique l'essai, il redéfinit même la liberté. Ce n'est plus un droit fondamental, c'est quelque chose qui doit s'exercer de manière responsable, c'est-à-dire sous conditions. Précisément. Et ce qui le rend si puissant, c'est qu'il ne fonctionne jamais seul. Fraser insiste beaucoup sur l'interconnexion des régimes. Ah oui. Prenons un exemple concret, une crise sanitaire. Le régime médiatico-spectaculaire va amplifier les signaux de menace, avec les décomptes en temps réel, les images anxiogènes. Le régime scientifico-légitimant va fournir les modèles de projection qui justifient l'urgence d'agir. Je vois. Et le régime technoscientifique, lui, va apporter les outils, la surveillance, le traçage, les algorithmes. Ensemble, ils créent un écosystème où la réponse sécuritaire finit par apparaître comme la seule option raisonnable. Une évidence. C'est un point crucial. L'assemblage de ces logiques crée une réalité qui semble objective, inattaquable. Et ça nous mène à un troisième régime, peut-être plus intime, qui touche à nos valeurs, le régime moral normatif, celui qui transforme un désaccord en faute morale. Oui, et son mécanisme est redoutable. Il déplace le débat du terrain des idées vers celui des personnes. Une opinion n'est plus simplement discutable ou fausse, elle devient moralement inacceptable, problématique. Et la personne qui la porte, Elle n'est plus un adversaire avec qui débattre, mais une personne moralement suspecte. Fraser analyse très bien comment des mots comme cela fonctionnent comme des raccourcis moraux qui disqualifient l'autre et ferment la discussion. l'auteur, il aborde un sujet un peu sensible, pour illustrer ça, ce qu'on appelle parfois la cancel culture ou le wokisme, c'est bien ça, pas pour juger, mais pour montrer le mécanisme. On précise, opère ce qu'il appelle un coup de force temporel. C'est-à-dire? Il juge des œuvres, des figures historiques ou des propos tenus dans le passé à l'aune des normes morales et des sensibilités d'aujourd'hui. Mais il le fait sans jamais expliciter ce déplacement. Il agit comme si les normes actuelles avaient toujours été universelles, évidentes. D'accord. Du coup, une statue, un film, un livre sont jugés fautifs non pas par rapport à leur contexte, mais par rapport à notre présent. La condamnation apparaît alors comme une évidence morale, intemporelle. À un procès où on juge directement le caractère des joueurs. Et si on essaie de revenir au match, de discuter des règles, on est accusé de défendre les mauvais joueurs. C'est une excellente analogie. Critiquer la méthode, c'est être perçu comme complice de la faute morale. Le désaccord n'est plus intellectuel, il est interprété comme une résistance au progrès moral. Ça crée un climat où le questionnement, la nuance deviennent très difficiles. Très risqués sur le plan personnel et social. C'est un régime extrêmement efficace pour imposer une norme en invalidant toute opposition. Ce qui est frappant, c'est de voir que ces trois régimes, qu'ils se basent sur la science, la sécurité ou la morale, ils produisent au final le même effet. Ils rétrécissent l'espace du débat, ils rendent le doute suspect, et ils présentent des choix qui sont fondamentalement politiques comme des nécessités. Inévitables. Absolument. C'est la recette parfaite du brouillard rationnel dont Fraser parle au début. C'est exactement ça. Et face à ce constat, qui peut sembler un peu décourageant, il consacre la fin de son livre à ce qu'il appelle son petit traité de survie. Il ne propose pas une méthode héroïque pour s'échapper du discours, c'est impossible, on est toujours dedans, mais plutôt une sorte d'hygiène intellectuelle pour y naviguer avec plus de lucidité. Bon, si on devait synthétiser un peu les points clés, on a d'abord mis en lumière le diagnostic de Fraser sur notre époque. Cette saturation, ce bruit de fond où la catastrophe est un récit quotidien. Ensuite, on a décortiqué son concept clé de régime discursif, avec 3 exemples très parlants. Et ce qui est vraiment puissant à retenir, je trouve, c'est de voir ces 3 logiques. La peur de l'avenir, avec le régime sécuritaire. Oui. Le respect de l'expert,
avec le régime scientifico-légitimant et le jugement moral avec le régime moral-normatif. Ce sont peut-être les 3 leviers les plus efficaces pour court-circuiter un débat. C'est la recette du fameux brouillard rationnel. Absolument. Et face à cette recette, il propose une troisième voie. Ni la crédulité totale, ni le cynisme. Il ne s'agit pas de tout croire, ni de ne plus rien croire, ce qui serait une autre forme de paralysie. L'enjeu, c'est d'apprendre à lire sans croire tout ce qui est dit. Et comment on fait ça concrètement? Ça passe par des réflexes simples, une forme, oui, d'hygiène intellectuelle. S'entraîner à repérer les formes du discours avant même d'adhérer au contenu. Se demander sur quelle autorité ce discours s'appuie-t-il? Quel est le mot qui cherche à clore le débat? Il nous invite à suspendre notre jugement et à accepter que le doute n'est pas une faiblesse. C'est une condition de la lucidité. Résister, comme il le dit, ce n'est pas sortir du monde, c'est apprendre à y circuler avec plus de prudence. C'est une perspective intéressante. Et pour prolonger la réflexion, il y a une pensée qui reste un peu en suspens à la fin de la lecture. Fraser cartographie une quinzaine de régimes discursifs qui coexistent, qui s'entremêlent tout le temps. Et une question fascinante se pose alors. Que se passe-t-il lorsque plusieurs de ces régimes très puissants, imaginons le sanitaire, le scientifique, l'économique et le sécuritaire, convergent et s'alignent parfaitement sur un même enjeu? Est-ce que leur force combinée ne produit pas une forme d'évidence si massive, si totale, qu'elle rende toute pensée alternative non seulement suspecte ou immorale, mais presque littéralement inconcevable?